Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans un premier temps, nous allons nous présenter, Yvonique et moi-même. Donc, Anne Fragnier, donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, j'ai créé Capéval Finance, qui est en fait une société de conseil financier basée à Nantes. Je suis spécialisée en évaluation financière. Donc, j'interviens sur des missions d'évaluation d'entreprise, donc à tout stade de développement. Également sur des missions d'évaluation d'actifs incorporels et également d'évaluation de préjudice financier dans le cadre de contentieux, notamment entre associés en cas de litige dans le cadre de cession ou acquisition d'entreprise, actes de concurrence déloyale, rupture brutale de contrats commerciaux et autres. Et à ce titre, je suis inscrite donc près de la Cour d'appel de Rennes en tant qu'expert comptable de justice. Et voilà. Et je suis membre de la commission cession-transmission de la CPME, pour laquelle j'interviens notamment sur l'animation d'ateliers comme aujourd'hui et sur le conseil, et je conseille effectivement bénévolement également certains adhérents de la CPME qui peuvent le souhaiter. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Yvonique pour qu'il puisse également se présenter afin de ne pas monopoliser la parole. Merci Anne. Alors, avec les 2 minutes qui vont me rester dans la présentation, je vais faire beaucoup plus simple, mais par contre très enrichissant et un parcours effectivement très fort de Anne. Donc Yvonique Loerf, je suis responsable du développement du groupe TGS France, qui est le nouveau nom du cabinet Sorego, groupe d'expertise comptable à l'origine. Ça fait 20 ans que je suis dans ce groupe et après avoir dirigé des agences sur le secteur côtier et nantais, j'ai rejoint effectivement la commission cession de la CPME cette année, et dans le but bien évidemment d'apporter mon expertise sur cette partie-là, et j'ai fait partie notamment de cellules de valorisation et d'évaluation d'entreprise, donc à même effectivement en tout cas d'apporter un regard professionnel et en espérant apporter des réponses à vos interrogations. Moins d'1 minute, je pense que c'est équilibré. Alors, je vais essayer de ne pas couper l'enregistrement. À gauche, l'autre bouton. L'autre bouton, pardon. Hop, je vais là, parce que je suis gauchère, donc c'est pas forcément très… Voilà. Donc, l'idée de cet atelier, en fait, n'est pas de vous faire une présentation théorique et pédagogique que l'on aurait pu faire sur l'approche d'évaluation d'entreprise. L'idée, c'était d'échanger avec vous et de vous présenter, en fait, quelles sont les problématiques que nous pose aujourd'hui le contexte de la crise sanitaire actuelle dans notre pratique de l'évaluation d'entreprise, de voir quel est l'impact de cette crise en fait sur l'application même des méthodes d'évaluation et en conclusion éventuellement vous présenter nos recommandations dans vos démarches ou vos réflexions d'évaluation d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme disait Jean-Joseph. L'idée étant que Yvonique et moi-même puissions échanger également entre nous sur notre expérience et les difficultés auxquelles on peut être confronté aujourd'hui dans notre métier donc, de conseil en matière d'évaluation d'entreprise. Donc, dans une première partie en préambule, on va vous présenter de manière assez rapide donc, les conséquences économiques de la crise sanitaire que vous connaissez tous et qui ne sont pas forcément les mêmes selon les secteurs d'activité. Quelle est l'incidence en fait de ce contexte sur l'évaluation d'entreprise? On verra que l'incidence est forte. Dans une première partie, on vous présentera les principales méthodes d'évaluation, quelles en sont les notions fondamentales, quelles sont les principales étapes lorsque l'on souhaite évaluer une entreprise, quelles sont les catégories de méthodes, et enfin, on fera un focus sur les 2 principales méthodes d'évaluation qui sont appliquées généralement par les évaluateurs. Donc, la méthode des multiples, qui paraît simple, mais qui finalement est quand même assez compliquée, et on verra que la crise sanitaire actuelle la rend souvent inapplicable, malheureusement, et la méthode DCF, c'est-à-dire d'actualisation des flux futurs de trésorerie, que l'on vous présentera de manière assez synthétique. Enfin, en deuxième partie, nous vous présenterons les difficultés d'application des méthodes d'évaluation dans le contexte sanitaire actuel et nos principales recommandations, notamment dans le cadre de la première étape d'évaluation qui est l'analyse en fait de l'entreprise. On verra que cette étape qui est fondamentale en temps normal doit être d'autant plus approfondie dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Et enfin, dans une deuxième étape, on verra quels sont les impacts de ce contexte sur l'application même des 2 méthodes d'évaluation principales dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la méthode des multiples
et la méthode d'actualisation future des flux de trésorerie, c'est-à-dire la méthode DCF, qui est le sigle anglo-saxon. Alors, peut-être, Yvonne, tu veux présenter les conséquences? Je te laisse cette partie-là, peut-être sur le démarrage. Très bien. Alors, quels sont… Pardon, oui. je vais maîtriser au bout d'un moment. Hop là. Voilà. Donc, en préambule, de manière très synthétique, en fait, quelles sont les conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle? Alors, c'est vrai que juste après le confinement, le premier confinement, on a constaté en fait une baisse très significative des marchés boursiers, de moins 25% depuis la fin 2019. Et depuis cette date, et depuis la fin du premier confinement, on observe une volatilité quand même assez importante des marchés financiers. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une TPE ou une PME, pourquoi une TPE ou une PME peut être concernée par la forte volatilité des marchés financiers? Tout simplement parce qu'en évaluation d'entreprise, on détermine les multiples sectoriels sur la base des cours de bourse des sociétés cotées. Donc, à partir du moment où les cours sont volatiles, forcément, ça va avoir une incidence sur les multiples de transactions. Alors, on observe également une chute très significative des transactions, juste après le premier confinement, de moins 60 à moins 70%, plutôt expliquée par une réaction en fait d'attente du retour à un meilleur contexte économique pour les cédants, mais également du fait de l'attentisme de certains repreneurs qui voudront mesurer plus pleinement en fait les effets de la récession sur la performance des entreprises pour pouvoir appréhender la résilience de certaines entreprises à la crise. Alors, c'est vrai qu'on a des secteurs où les transactions n'ont pas eu il n'y a pas eu d'impact sur les transactions parce que ce sont des secteurs qui ont été moins touchés par la crise. Je parle par exemple au secteur informatique, télécommunications, ce type de secteur. Par contre, on en a d'autres où effectivement, avec en plus les mesures de soutien du gouvernement, on a beaucoup de projets qui ont été suspendus. Les acquéreurs, les potentiels acquéreurs attendant de voir un petit peu comment le secteur va évoluer dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Dans le même temps, il faut toujours regarder pas seulement le verre vide, mais également le verre plein. On a l'apparition d'opportunités de reprise à bas prix de certaines entreprises dans des situations momentanément précaires. Mais là, effectivement, il faut faire attention au risque de surévaluation de ce type d'entité. Alors, là, on parle effectivement du contexte macroéconomique, mais au niveau des dirigeants, la crise du Covid a entraîné pour certaines entreprises une baisse de la demande, des annulations de commandes, une réduction, voire une suppression de l'offre et l'apparition parfois de pertes imprévues ou de budgets revus à la baisse. Donc, c'est là où, parmi les recommandations que l'on peut faire aujourd'hui en tant que conseil, c'est effectivement demander notamment aux dirigeants qui ont l'habitude d'établir des budgets ou des plans d'affaires prévisionnels, de bien mettre à jour, bien vérifier qu'ils ont bien mis à jour ce plan d'affaires prévisionnel, pour vérifier qu'ils ont bien tenu compte dans leurs prévisions, qu'ils présentent notamment à leurs banques, etc., enfin à leurs partenaires financiers, qu'ils ont bien tenu compte de l'impact de la crise sur leur activité, leur profitabilité future, et du coup qu'ils ont anticipé également les moyens à mettre en œuvre pour sortir de la crise. Alors, le contexte, également, le pendant de le pendant de ce contexte, c'est-à-dire difficulté à remettre sur une vitesse de croisière l'activité et la profitabilité de l'entreprise, le pendant, c'est qu'on a également, enfin, les dirigeants d'entreprise ont également des difficultés souvent à établir des prévisions compte tenu des incertitudes liées au contexte Covid. Une fois qu'on a dit ça, forcément, tous ces événements macroéconomiques liés à la crise ont une incidence forte sur l'évaluation des entreprises. Pendant le confinement, il y a un certain nombre de cabinets, en fait, de grands cabinets. Ah, alors là, hop. Non, alors j'ai été trop vite. Voilà. Donc, pendant le confinement, en fait, un certain nombre de grands cabinets de conseil, en fait, ont regardé, en fait, quel était l'impact sur les sociétés cotées de la crise. Et ils se sont aperçus
sur la base en fait des prévisions des analystes financiers, que certaines entreprises étaient plus impactées que d'autres en termes de valeur. Donc là, ils ont plutôt observé les sociétés cotées. Et à la fin du premier confinement, la valeur des entreprises positionnées sur les secteurs les plus touchés, donc opérant notamment sur les marchés du tourisme, de l'automobile, la valeur des entreprises cotées de ces secteurs avait baissé de 45% après application et mise en œuvre des deux méthodes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire multiples et actualisation des flux futurs de trésorerie, donc méthode DCF, et de plus de 20% pour celles opérant sur des marchés peu impactés, c'est-à-dire opérant sur les marchés de la santé et des télécommunications. Alors, c'est vrai que la crise actuelle n'est pas vraiment une crise structurellement économique, elle est liée à un événement conjoncturel qui est l'apparition d'un virus. L'économie, antérieurement à cette crise, se portait plutôt bien, mais on peut déjà anticiper quel va être son impact par rapport à l'expérience qu'on a eue en 2008, crise de 2008 qui elle-même était financière, donc un petit peu différente, mais bon, l'analyse de l'historique peut être intéressante. Donc, si on regarde le tableau qui figure sur ce slide, on s'aperçoit que antérieurement à 2000, alors il y a une petite erreur, je suis désolée, c'est 2006, 2007, 2008 et non pas 2009. Oui. Donc, si tu veux commencer. Oui, je peux effectivement aborder cet aspect-là, c'est qu'on voit notamment sur la valorisation et les coefficients qui peuvent être appliqués sur une valeur, on va dire, de rentabilité d'entreprise, sans rentrer trop dans le détail. On s'aperçoit que le taux de multiplicateur a chuté au lendemain, on va dire, de ces événements économiques de 2008, qui ont fait passer donc des coefficients multiplicateurs. On le voit par exemple en 2007, on était sur des coefficients cotés, sur les sociétés cotées et non cotées, on était autour d'entre x8 ou 8,5 la rentabilité de l'entreprise. Elle est redescendue à 5,5 parce qu'il y avait bien évidemment cette conséquence économique. Puis, de par les travaux que chaque gouvernement a pu mettre en place indépendamment de la politique, ça a permis notamment en 2019 de revenir sur des coefficients qui étaient plus proches de ceux d'avant la crise. L'idée est donc de se dire que potentiellement sur 2021, on pourrait imaginer, et 2022 bien évidemment, surtout quand on va déperfuser les entreprises de la trésorerie, on pourrait imaginer bien évidemment que certaines entreprises vont avoir des coefficients multiplicateurs beaucoup plus faibles. Mais voilà, il y a des événements notamment récents qui nous annoncent que, au vu de ce que l'Europe annonce, c'est que la France s'en sortirait peut-être pas si mal que ça, au vu de la croissance qui serait prévue en 2022 ou 2023. On pourrait nous annoncer des chiffres de ce que j'ai cru entendre supérieurs à 5%, ce qui serait peut-être l'un des pays en tête de la relance économique, parce qu'il y a eu un choix très fort. On fera encore une fois pas de commentaires politiques sur cette décision, c'est ni le lieu ni l'endroit, mais en tout cas ça a été, et on le verra, on le jugera peut-être en 2022, c'est un choix payant, puisque les entreprises ont été plutôt maintenues en santé grâce à des injections de trésorerie, et de se dire que dès qu'on va débrancher, l'activité en elle-même devrait peut-être plus rapidement repartir par rapport à d'autres pays qui n'ont pas fait ce choix. Donc la vaccination est forcément, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais la vaccination va être la meilleure solution aujourd'hui pour relancer l'économie. Mais voilà, donc on peut imaginer qu'il va y avoir des coefficients qui vont plutôt être à la baisse. On peut l'anticiper, donc les entreprises qui sont en réflexion de céder pour des raisons non liées à la conjoncture, mais peuvent effectivement être impactées par cette valorisation. Je revenais aussi sur les exemples notamment d'entreprises où il y aurait des opportunités. On prenait des exemples tout à l'heure sur des activités qui, eux, sont bien positionnées, qui sont bien portées malheureusement malgré la crise. D'autres, notamment le café, hôtel, restaurant, je pense que le CHR, vous connaissez tous, c'est une des activités qui a été effectivement embarquée dans la fermeture pendant pratiquement un an et demi. Aujourd'hui, il y a des vraies opportunités de détention de droits au bail sur des locaux en centre-ville qui vont fortement intéresser des entreprises, parce que j'ai un petit restaurant, j'ai pas pu le maintenir. Par contre, je détiens un local qui est hyper bien placé et qui va intéresser des grosses enseignes. Donc là, il va y avoir des opportunités, et on est attentif aussi à la flambée, comme Anne l'expliquait, sur la flambée des prix, en disant, vous le savez, c'est toujours le rapport de l'offre et la demande, et à un moment donné, il va falloir être vigilant quand même pour qu'on ne sorte pas de la vraie valeur d'entreprise qui aujourd'hui va être abordée dans les points d'après. On ne casse pas un peu l'image de la valorisation de l'entreprise. C'est ça qui va être important. Donc, juste une anticipation sur, voilà ce qui s'est passé les années d'avant. On peut peut-être imaginer un certain ralentissement, ou en tout cas un coefficient qui risque de redescendre. Du coup,
Du coup, en fait, effectivement, il faut tenir compte de cette évolution attendue de baisse des multiples qui vont impacter donc à la baisse le prix de certaines entreprises. Et du coup, il faut également tenir compte de nouveaux risques liés à l'environnement dans lequel évoluent les entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement regarder dans quel secteur évolue l'entreprise, est-ce que le secteur a été touché ou pas, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais également voir avec quels partenaires elle travaille, puisque ces partenaires-là peuvent également être impactés et avoir du coup une influence directe sur l'évolution de l'activité et de la profitabilité de l'entreprise qui nous intéresse. Donc, en clair, une fois qu'on a fait ce constat, des difficultés économiques liées au Covid-19, des transactions qui sont de moins en moins nombreuses, une tendance prévue de baisse des multiples de transactions, la question que l'on peut se poser, c'est aujourd'hui, du coup, dans ce contexte, comment analyser et valoriser une entreprise dans ce contexte de crise sanitaire actuelle. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du débat, un petit rappel sur quelles sont les principales méthodes d'évaluation et quelles sont les principales notions que l'on utilise lorsqu'on évalue une entreprise. Alors, en évaluation d'entreprise, on parle souvent, vous entendrez peut-être souvent parler de la notion de valeur d'entreprise, donc on appelle le sigle, c'est VE, qu'il ne faut pas confondre avec ce que l'on recherche, qui est la valeur de l'entreprise elle-même. Quand en évaluation, on parle de valeur d'entreprise, on parle en fait de tous ces actifs essentiels, c'est-à-dire ses investissements, tous les actifs immobilisés dans lesquels elle a investi et tous ces actifs et passifs d'exploitation qui lui permettent de fonctionner. En clair, quand on parle de valeur d'entreprise, on parle de la valeur de marché de son activité, donc de son outil industriel et commercial, et on parle également dans ce cas de, non pas valeur d'entreprise, mais valeur de l'actif économique de la société. Alors, clairement, qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on évalue une entreprise? On recherche finalement non pas la valeur d'entreprise VE dont je viens de vous parler, mais on recherche la valeur de marché des titres de la société, c'est-à-dire quelle est la valeur de marché de l'intégralité de ses actions, si c'est une société commerciale, ou quelle est la valeur de marché de ses parts sociales, si par exemple on est dans le cadre d'une SARL. Et pour arriver au résultat, c'est-à-dire estimer la valeur de marché des titres de l'entreprise, il y a une équation fondamentale qui est que la valeur de marché des titres de l'entreprise, elle est calculée, elle est estimée par différence entre la valeur d'entreprise, donc VE, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la valeur de marché de l'outil industriel de la société, moins la valeur de marché de son endettement net de sa trésorerie. Donc ça, c'est une équation qu'il faut toujours avoir en tête, sachant que quand on parle d'endettement net, on parle bien à la fois des dettes financières de l'entreprise, l'intégralité des dettes financières de l'entreprise qui figurent au passif de son bilan, moins sa trésorerie disponible, ce qui nous permet de calculer son endettement net qui retranché de la valeur d'entreprise, nous permet d'obtenir la valeur des titres de la société. Alors, quelles sont les trois grandes étapes en fait pour évaluer une entreprise? Alors, la première étape, qui est l'étape fondamentale, qui représente environ 80% du travail, la mise en œuvre arithmétique des méthodes d'évaluation étant finalement une part peu significative du travail de l'évaluateur. La plus grosse partie, c'est la première étape que constitue le diagnostic stratégique et financier de la société, c'est-à-dire que là, l'évaluateur va faire une analyse historique des comptes de la société, en général sur une période de 3 ans en antériorité. Si la société, donc il va falloir que l'évaluateur regarde également sur quel marché opère la société, quelles sont les forces et les faiblesses de ce marché, quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise positionnée de ce marché, quelles sont les perspectives attendues de ce marché. Donc encore une fois, ce préalable est très important. Deuxième étape, lorsque l'entreprise établit soit des budgets, soit des prévisions d'activité de chiffre d'affaires ou de résultats d'exploitation ou d'investissement, l'évaluateur va devoir apprécier de manière critique les prévisions qui sont établies par le dirigeant, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans les prévisions qui ont été établies. Et une fois que ces diagnostics sont faits, donc marché, analyse financière historique des comptes, analyse et appréciation des prévisions établies par le management de la société, à ce moment-là, l'évaluateur
va, compte tenu du contexte, déterminer les méthodes d'évaluation qu'il va être en mesure de mettre en œuvre, sachant que généralement, on doit mettre en œuvre une approche qu'on appelle multicritère, c'est-à-dire mettre en œuvre plusieurs méthodes d'évaluation, sachant que l'évaluateur doit être en mesure d'indiquer quelle est la méthode. Il ne s'agit pas de moyenne, on ne doit pas aboutir à une moyenne, mais à une fourchette de valeurs. Et l'évaluateur doit être en mesure de déterminer quelle est la méthode ou les méthodes qu'il a choisies comme étant prioritaires. Et s'il écarte certaines méthodes, il doit être en mesure de les justifier. Il peut également retenir certaines méthodes à titre d'information. Ce qui est intéressant de rajouter éventuellement, c'est bien évidemment ces méthodes-là n'ont pas été créées dernièrement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui rebondit par l'événement de la Covid, ça a toujours été, ou le Covid, pardon, ça a toujours été ces méthodes d'évaluation qui ont été le fondement même de notre travail. En revanche, heureusement que cette méthode existe et qu'elle est logiquement appliquée par des vrais professionnels, parce que la conjoncture d'aujourd'hui met en évidence que si vous ne faites pas ce travail-là en amont, si vous ne préparez pas votre entreprise dans la session, avec éléments économiques, il est évident que les anciennes méthodes, pour ceux qui ont vécu des méthodologies, on va dire, un petit peu rapides, faites ce qu'on appelle plus simplement en bout de table, en disant, bon, écoutez, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, ça a existé, hein, on ne va pas non plus mentir. Moi, je les ai connus, on ne va pas forcément donner nos âges, mais bon, ça fait 20 ans que je pratique ce métier, mais j'ai connu de la restauration où, bien évidemment, je reparle encore d'un métier que tout le monde connaît, là, le CHR, où on était sur des 70-80% du chiffre d'affaires. Quelle que soit la rentabilité, on prenait ce montant. C'est bien évidemment aujourd'hui absolument bien depuis longtemps plus applicable. Des ratios purement économiques, de dire oui, c'est bien, peut-être que depuis 10 ans, l'entreprise fonctionnait très très bien, mais qui me dit qu'aujourd'hui, avec la perspective d'activité, la relance économique en fonction du marché où j'étais, en fonction de la niche où je suis positionné, ces coefficients vont réexister. Eh bien, la méthode que Anne, effectivement, identifie et aussi enseigne, hein, parce que c'est ça, de faire passer les messages à l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, heureusement qu'elle existe. Et on est aussi un peu fiers, notamment en France, parce que c'est le principe aussi de certains contrôles. Heureusement qu'on a ces méthodes-là, et ça les met en évidence. Et ça doit, logiquement, le message principal, de faire passer au chef d'entreprise que vous êtes, je dois être sensible à ça. Et je n'attends pas juste un chiffre qui multiplie un autre montant, on s'en fiche, j'aurais tendance à dire. Pour l'instant, ce n'est que la résultante de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'en amont, montrer à tout le monde que vous êtes déjà dans une dynamique de perspective d'entreprise. Ma ligne de trésorerie doit être projetée depuis quelques années. Ça tombe bien. Avec la difficulté qu'on va vivre, je suis plus en grande capacité à affiner ma valorisation et ça donnera des éléments aussi probants pour un futur acquéreur. Donc, encore une fois, la méthode n'a pas été créée spécifiquement pour la Covid. Hein. C'est heureusement qu'on a toutes ces méthodes, nous, qui existent et qui prennent encore plus de sens dans des éléments et dans une actualité aussi difficile. Et on verra du coup que, comme je rebondis sur ce que tu dis, Vonique, c'est que du coup, ces méthodes existaient, mais compte tenu du contexte, certaines deviennent inopérantes. Donc, c'est vraiment une matière qui est vivante, l'évaluation d'entreprise. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas appliqué de manière mécanique, un panel de méthodes. Il y a vraiment toute une réflexion que l'on doit avoir pour savoir si, compte tenu du contexte, ces méthodes sont inopérantes ou pas. Voilà. Alors, donc, pour rappeler, donc, historiquement, quelles sont les catégories de méthodes d'évaluation? En fait, on identifie trois principales familles. Alors, la première famille, donc, constitue les méthodes patrimoniales. Ce sont en fait les méthodes qui sont privilégiées par l'administration fiscale. Hein. L'administration fiscale, lorsqu'elle va vous contrôler, elle va essentiellement mettre en œuvre la méthode patrimoniale, c'est-à-dire qui repose sur une analyse des comptes historiques de la société et qui repose en fait sur une optique liquidative et de valeur d'usage de l'entreprise. C'est-à-dire que l'administration fiscale va s'interroger quelle est la valeur de marché aujourd'hui des actifs de l'entreprise tels qu'ils figurent dans les comptes historiques de la société. Donc, ces méthodes sont intéressantes, elles peuvent être présentées à titre d'information, mais c'est vrai que dans le contexte actuel où finalement demain, c'est l'incertitude de demain qui pose une problématique et un risque sur la valeur de l'entreprise. Donc, ces méthodes sont plutôt inopérantes puisqu'elles sont basées exclusivement sur le passé. Deuxième catégorie de méthodes, les méthodes intrinsèques qui, elles, sont basées sur les données internes de l'entreprise. C'est-à-dire que là, on va se baser sur les prévisions faites par le management de l'entreprise en termes de croissance du chiffre d'affaires, en termes d'évolution des marges, etc. Aujourd'hui, compte tenu du contexte de la crise sanitaire actuelle, ce sont vraiment les méthodes qui sont privilégiées, puisque finalement, comme on le voyait tout à l'heure, appliquer des multiples qui constituent plutôt la troisième méthode d'évaluation,
Donc, c'est vraiment les méthodes intrinsèques qui sont privilégiées aujourd'hui parce que malheureusement, la troisième catégorie de méthodes, les méthodes analogiques basées notamment sur la méthode des multiples, est remise en question compte tenu du risque de surévaluation que peuvent représenter les multiples calculés sur la base de transactions antérieures à la crise sanitaire actuelle. Donc, dans les méthodes intrinsèques, qui sont basées encore une fois sur les données internes de l'entreprise, on évalue l'entreprise sur la base du concept que l'entreprise vaut ce qu'elle va rapporter demain. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est en prévisionnel le cash qu'elle va être susceptible de générer. Et là, pour le coup, la principale méthode intrinsèque, qui est la méthode dont je vous parlais tout à l'heure, donc la méthode des flux futurs actualisés, donc le sigle anglais, c'est DCF, donc la méthode DCF, elle est vraiment basée sur le concept de quel cash finalement, quelle est la valeur de l'entreprise basée sur le fait qu'elle est capable demain de générer tel montant de flux de trésorerie. La troisième famille de méthodes, donc les méthodes analogiques, elles, qui comprennent donc la méthode des multiples dont on parlait en introduction. Donc les méthodes analogiques, elles consistent à évaluer l'entreprise par référence à la valeur connue d'autres entreprises comparables. Donc, dans cette catégorie de méthodes, on a la méthode des multiples, et ces multiples, comme on le verra tout à l'heure, ils sont calculés sur la base de données financières d'entreprises considérées comme comparables à l'entreprise que l'on souhaite évaluer. Et là encore, la valeur de l'entreprise, du coup, est basée sur des données à la fois actuelles et prévisionnelles. Alors, petite parenthèse aussi, ou petit complément d'information sur le nom, parce que c'est pas gênant, mais sur, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes cédant, si c'est votre cas, il est évident que, bon, on pourrait le faire plus simplement, pas de chance, ce serait passé il y a 3-4 ans, vous auriez pu profiter d'autres méthodes un peu plus intéressantes, mais si vous êtes acquéreur aujourd'hui, il est évident que, heureusement que tous ces critères de prévision et de projection d'activité vont être au cœur même de ma valorisation. Il est évident que des prévisions et des projections d'activité vont me rassurer sur la pérennité de l'entreprise que demain je peux être amené à acheter. Il est évident aussi que comment l'activité qui est identifiée, elle doit être aussi organisée. C'est-à-dire que si vous avez deux entreprises identiques, deux structures simples, deux SARL, qui sont dans le même corps de métier, qui ont le même chiffre d'affaires, la même rentabilité, imaginons ce scénario-là, il est possible que ces deux entreprises n'aient pas la même valorisation parce qu'il y a aussi la détention d'un savoir, la détention, une organisation de délégation auprès des équipes qui vont rentrer aussi dans ces critères. Et vous imaginez bien qu'une entreprise lambda qui est détenue par une seule et unique personne à la tête de cette entreprise, qui arrive beaucoup de fois, bien évidemment, chez l'entreprise qui centralise tout, demain, son entreprise aura beaucoup moins de valeur que si quelqu'un qui, depuis 4-5 ans, a imaginé une sorte de délégation en disant moi, j'ai constitué mes équipes pour que le jour où moi je partirai, pour des raisons économiques, des décisions de vie professionnelle, de se dire moi, je peux transmettre ma société sans trop de difficultés. Et vous voyez bien que ça n'a aucun rapport, entre guillemets, avec le chiffre d'affaires, avec la rentabilité ou des éléments d'actifs ou d'endettement. C'est aussi d'autres critères qui viendront se compléter. C'est pour ça que c'est important de toujours identifier qu'une entreprise n'est pas, encore une fois, on va le répéter, mais c'est ce message, en tout cas, qui est à faire passer, c'est la sensibilisation sur cette thématique. L'entreprise, ce n'est pas un croisement de 2-3 infos qui donnera une valeur. Il y a plein de choses à faire avant, et dont vous êtes acteur, bien évidemment. Ça, c'est évident. Ce qui rend d'autant plus l'exercice passionnant, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'aux chiffres, il faut remettre les chiffres en fait dans un contexte, et à la fois au niveau du marché, mais également au niveau de l'entreprise en elle-même. Donc encore une fois, ce n'est pas du copier-coller, hein. Il n'y a pas de… Il n'y a pas deux évaluations identiques. Ah non. Alors, donc là, petit focus rapide sur les deux principales méthodes d'évaluation dont je vous ai parlé. Donc la première méthode, qui est une méthode analogique, donc où là on est basé sur la comparaison de l'entreprise qu'on a évaluée avec des sociétés comparables. Donc la méthode des multiples. Alors, comment on évalue une entreprise selon cette méthode? Alors, selon cette méthode, en fait, selon cette approche, l'entreprise, elle est évaluée par un multiple d'un agrégat de rentabilité d'exploitation, donc soit chiffre d'affaires, soit excédent brut d'exploitation, soit résultat d'exploitation, jugé par l'évaluateur comme étant pertinent. Alors, comment ces multiples sont calculés? Eh bien, en fait, l'évaluateur identifie un échantillon de sociétés comparables. Il va
déterminer la valeur d'entreprise. Donc, encore une fois, la valeur d'entreprise, c'est la valeur de marché de l'outil industriel et commercial de ces sociétés comparables. Il va collecter aussi l'information, l'évaluateur, concernant les agrégats de résultats de ces sociétés comparables sur plusieurs exercices. Et une fois qu'il a fait ça, donc il va diviser la valeur d'entreprise de ces sociétés comparables par ces agrégats d'exploitation. Il va obtenir du coup un multiple qui sera ensuite appliqué aux agrégats de rentabilité de la société à évaluer. Donc, le schéma récapitule ce que je viens de dire de manière peut-être un peu plus claire. Donc, première étape, il faut identifier un échantillon de sociétés comparables, donc en termes d'activité, mais également en termes de croissance d'activité ou de marge. Deuxième étape, il faut déterminer donc les multiples calculés sur les données financières de ces sociétés comparables. Et une fois que l'on a calculé ces multiples, on l'applique aux agrégats de la société cible à évaluer. Donc ça, c'est pour la méthode des multiples qui, comme ça, paraît assez simple. Mais la grosse difficulté de cette méthode, c'est la définition et l'identification d'un échantillon de sociétés comparables qui soit pertinent. La deuxième méthode la plus couramment mise en œuvre, c'est la méthode intrinsèque, la méthode DCF, donc d'actualisation des flux futurs de trésorerie. Là, pour le coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une méthode qui considère que la valeur d'entreprise, c'est la capacité de celle-ci à générer du cash, c'est tout l'argent qu'elle peut rapporter dans le futur. Du coup, pour calculer la valeur d'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? L'évaluateur va utiliser les prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation de la société, d'investissement et de besoins en fonds de roulement. Et sur la base de ces prévisions, il va calculer des flux de trésorerie prévisionnels qui seront ensuite, par le biais de l'actualisation, c'est-à-dire que ces flux de trésorerie futurs, la valeur de ces flux de trésorerie futurs, en fait, il faut ramener cette valeur future au présent. Donc, par le biais de l'actualisation, on va appliquer ce qu'on appelle un taux d'actualisation qui permet de tenir compte, en fait, du risque, finalement, que ces prévisions ne soient pas réalisées dans la pratique. Et donc, du coup, on va actualiser chacun de ces flux prévisionnels à un taux et en ensuite tous ces flux de trésorerie actualisés à ce taux d'actualisation, on obtient la valeur d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, et après déduction de l'endettement net, on obtient la valeur de marché des titres de l'entreprise. Sachant que, petite particularité, à l'issue en fait des prévisions établies par le dirigeant d'entreprise, l'évaluateur est censé modéliser un flux de trésorerie normatif qu'on appelle valeur terminale, qui est défini en fait comme étant le flux de trésorerie normatif et récurrent que l'entreprise considérée comme étant en continuité d'exploitation, c'est-à-dire qui ne connaît pas de difficultés financières. Donc, l'idée, c'est que l'évaluateur doit modéliser à l'issue des prévisions du dirigeant d'entreprise un flux normatif intitulé valeur terminale, et on verra que dans le contexte de crise actuelle, la modélisation de la valeur terminale devient un sujet, notamment dans la prise en compte d'un taux de croissance du chiffre d'affaires à l'infini qui est d'autant plus incertain dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Vous comprenez aussi aisément que cette vision-là, elle va intéresser énormément l'un des partenaires qui va participer à cette acquisition, hein, c'est notre partenaire bancaire, qui, lui, a très simplement, à la fois avec vous et pour ses intérêts, vérifier que l'entreprise aura la capacité, bien évidemment, à rembourser et à rembourser tout simplement l'endettement qui va lui être identifié. Donc, cette notion de trésorerie disponible pour l'ensemble du projet inclut forcément le remboursement de l'acquisition des titres tout simplement du fonds de l'entreprise. Donc, cette notion de méthode de DCF est aujourd'hui énormément regardé par nos partenaires bancaires, hein, puisqu'on est étroitement lié avec eux. Vous le savez, on a des échanges réguliers avec eux, puisqu'ils sont à la finalité quand même une fois que le protocole est entendu entre le cédant et l'acquéreur, à un moment donné, il va y avoir un quatrième professionnel autour de la table. Alors, on pourrait dire la quatrième voleur, hein, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, puisque dans le métier d'expertise comptable, on est étroitement lié avec eux et nous, on a des relations très fortes et on actualise avec eux aussi leurs ressentis par rapport au marché. Aujourd'hui, c'est clair, ce ne sont que ces méthodes-là qui, aujourd'hui, les intéressent. Puisque mon objectif à moi en tant que partenaire bancaire,
c'est qu'au bout de tant d'années de financement, votre entreprise, dans des conditions raisonnables et raisonnées, vous ayez la capacité à la fois, bien évidemment, à me rembourser, c'est mon devoir premier, mais ensuite, bien évidemment, apporter aussi une valeur complémentaire, vous rémunérez vous chez l'entreprise et continuer à apporter une ligne de trésorerie complémentaire pour aller chercher de l'investissement et forcément de recruter et ainsi de suite. Donc, ces notions de trésorerie vont peut-être prendre encore plus de sens encore aujourd'hui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ils sont d'autant plus regardants sur les opérations d'acquisition d'entreprise avec création d'une holding en haut, qui s'endette pour racheter l'entreprise opérationnelle et dont l'emprunt est remboursé par les dividendes de cette dite société. Voilà. Donc, il faut forcément que la société opérationnelle qui est en dessous soit valorisée de manière sérieuse pour être sûr. Enfin, le banquier va regarder est-ce que l'emprunt, il n'y ait pas de risque que l'emprunt ne soit pas remboursé. Et pour voir cela, il va être très regardant sur les prévisions, effectivement, d'activité et de marge au niveau de la société opérationnelle. Et du coup, la méthode la plus pertinente dans ce cas-là, c'est effectivement la méthode des flux de trésorerie. Oui, tout à fait. Ensuite, c'est le même méthode, sans rentrer dans le détail, parce que le but, c'est pas de vous noyer non plus sur de la technique, mais c'est juste pour expliquer, c'est souvent comme ça qu'on aborde, en tout cas de manière plus pédagogique auprès de nos clients. C'est le principe de la SCI, que vous connaissez tous, avec un propriétaire, un locataire. Ma question à moi, c'est en tant que propriétaire, je vais acheter un bien. Donc là, on pourrait faire la transposition avec acheter des titres dans une société. Est-ce que mon locataire aura les moyens de me payer mon loyer pour que moi-même, par la captation de mon loyer, je vais pouvoir payer mon remboursement d'emprunt? C'est le même mécanisme que pour une holding, à ceci près qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est l'entreprise d'exploitation qui, elle, va avoir tout ça sur ses reins et de se dire, est-ce que oui ou non, je vais avoir la capacité tous les ans à remonter des dividendes dans ma holding pour pouvoir rembourser ce qu'on appelle en dette senior au niveau de la société mère. Je pense que c'est des mécanismes que vous devez peut-être connaître, mais c'est intéressant et important d'identifier ça et de garder en tête que le partenaire bancaire va regarder forcément tous ces critères-là. Donc, c'est pas que pour nous faire plaisir, nous, au niveau de notre métier, de se dire on fait des méthodes compliquées. Non, absolument pas. C'est qu'elles ont un intérêt. Et à la fois pour le cédant, ça donne de la légitimité en disant écoutez, moi j'ai pris les devants, j'ai demandé à mes conseils d'avoir ce regard, ce qui permettra aussi d'avoir une approche un peu différenciante et sérieuse et transparente envers l'acquéreur pour se dire écoutez, j'ai rien caché, on est au courant de toutes ces nouvelles méthodes et auquel cas votre partenaire bancaire se félicitera en tout cas que ces études ont été faites en amont et pas uniquement à la demande de l'événement de la vente, ce qui est souvent des événements en disant moi j'ai jamais rien mis en place, maintenant on va le faire et puis on va écrire une histoire plutôt sympa avec du chiffre d'affaires plutôt en progression alors que mon marché est peut-être en difficulté. Non, si on a l'habitude de le faire et que le partenaire bancaire est au courant de se dire oui, vous aviez toujours mis des hypothèses raisonnables et raisonnées, il n'y a pas de raison que maintenant, dans la perspective que vous écrivez, ce flux de trésorerie, on va dire normatif, ne soit pas respecté, ne soit pas atteint. Et je rebondis sur ce que tu dis, Vonique. En plus, la méthode DCF est d'autant plus intéressante dans le contexte d'acquisition ou cession d'entreprise que c'est vraiment la méthode où il peut y avoir un échange sur notamment la vision du dirigeant par rapport à la croissance de son chiffre d'affaires, parce qu'elle est vraiment basée sur les données internes de l'entreprise et sur la vision même qu'a le chef d'entreprise de l'évolution de son activité, de l'évolution de ses marges. Et tout ça peut être accroché avec l'historique de l'entreprise, le marché, etc. Donc, c'est vraiment là, je compare par rapport à la méthode des multiples qui finalement est l'application d'un multiple aux agrégats de l'entreprise, ce qui est intéressant aussi d'avoir. Mais la méthode DCF, elle favorise le dialogue aussi entre soit le financeur, soit un cédant ou un acquéreur. Ça peut être un outil également de négociation sur le choix des paramètres qui ont été retenus. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, alors on y était déjà, mais là, on approfondit le sujet, on va dire. Donc, quelles sont les difficultés d'application des méthodes d'évaluation dans le contexte actuel et quelles sont nos recommandations? Donc, alors, vous vous souvenez que tout à l'heure, quand on a décrit les différentes étapes de l'évaluation d'entreprise, on avait dit que la première étape, c'est-à-dire le diagnostic et l'analyse de la situation de l'entreprise était extrêmement important et représentait à peu près 80% du travail de l'évaluateur. Eh bien, ce concept, cette affirmation, elle est d'autant plus renforcée dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Du coup, l'évaluateur doit encore plus être vigilant et encore plus analyser la situation de l'entreprise à évaluer afin de vérifier et d'apprécier en fait quelle est sa vulnérabilité, quelle est finalement sa résilience par rapport aux difficultés économiques actuelles. Alors, comment faire? Donc, l'évaluateur doit
approfondir l'analyse des activités de l'entreprise, se poser la question de est-ce que celle-ci est positionnée sur un secteur fortement touché, du type tourisme, tu parlais de la restauration tout à l'heure, l'automobile. Alors, il ne faut pas uniquement s'intéresser à l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut également s'intéresser aux partenaires clés de l'entreprise à évaluer. Donc, quels sont les partenaires clés? Donc, il faut identifier les partenaires clés de l'entreprise et vérifier si ceux-ci sont situés également dans des zones à risque. Est-ce qu'il y a par exemple des fournisseurs basés dans un pays dont les frontières sont fermées compte tenu du contexte actuel, ce qui pourrait poser des problèmes d'approvisionnement à la société à évaluer. Enfin voilà, il faut se poser vraiment ce type de questions. Sur la base de ce diagnostic, il faut apprécier la pérennité de l'entreprise. Est-ce que celle-ci dispose des moyens de financement requis pour être en mesure de traverser la crise? Donc, habituellement, peut-être que certains évaluateurs n'avaient pas l'habitude, par exemple, de demander des plans de trésorerie prévisionnels aux dirigeants des sociétés à évaluer. Quand on évalue aujourd'hui une société du secteur touristique ou du tourisme, ça fait partie des documents que l'on doit être amené à réclamer pour vérifier qu'effectivement, l'entreprise, on ne voit pas déjà qu'elle va avoir une problématique de sortie de crise et de financement de ces difficultés dans ce contexte. Alors, il faut également analyser de manière plus poussée quel est le projet futur de l'entreprise si on obtient par exemple un plan d'affaires prévisionnel, quelles sont ses orientations stratégiques de développement, etc. etc. C'est-à-dire si, par exemple, on obtient un plan d'affaires prévisionnel où fin 2020, on avait un recul du chiffre d'affaires de moins 20% et qu'on se retrouve avec un prévisionnel de plus 15% du chiffre d'affaires, il va falloir un petit peu challenger le dirigeant pour comprendre quelles mesures il compte prendre ou de quel ressort il dispose pour effectivement justifier de ces plus 15% de chiffre d'affaires dans son plan d'affaires prévisionnel. Donc, sur la base de ce diagnostic, l'évaluateur, en fait, doit être en mesure d'identifier les risques sur l'évolution attendue du chiffre d'affaires et sur la rentabilité de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'avant la crise sanitaire actuelle, l'analyse historique de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise pouvait constituer une référence acceptable, voire unique dans certains cas. C'est-à-dire qu'on pouvait se contenter, entre guillemets, de faire un diagnostic sur la base des données passées de l'entreprise, sur la base des comptes historiques, notamment. Dans le contexte actuel, à compter d'aujourd'hui, la prise en compte systématisée des résultats prévisionnels pour évaluer une entreprise devient une nécessité impérative puisqu'on est dans un contexte fluctuant avec la survie de certains marchés qui est posée. Donc, s'intéresser uniquement à l'historique et ne pas challenger, entre guillemets, le dirigeant d'entreprise sur sa vision de l'évolution de son marché et de son entreprise dans le futur peut amener l'évaluateur à passer à côté d'un risque important qui peut avoir un impact très significatif sur la valeur de l'entreprise. On rappelle quand même que c'est le fondement même de notre métier. Sur la partie d'expertise comptable, là, on a des obligations de moyens, pas de résultats. C'est la règle, c'est une de nos phrases que l'on aime rappeler à nos clients, mais elle prend tout son sens. C'est que bien évidemment, j'ai pas vocation, lorsque demain une évaluation est sortie, à vous dire que c'est ce prix-là. Il faut aller chercher le juste prix, bien évidemment, celui qui va peut-être être un petit peu en dessous de ce que le cédant souhaitait, et puis peut-être encore un peu trop haut par rapport à l'acquéreur. Mais le juste prix de cette fourchette, et Anne avait raison de bien préciser, on ne donne pas un prix, on donne une fourchette de prix. Mais par contre, on a mis tous les moyens nécessaires et suffisants pour que le cédant se retrouve avec une valorisation qui est proche de la réalité du compte et de l'environnement économique que Anne expliquait, et que l'acquéreur, lui, ne parte pas sur un plan de financement démesuré et qui n'arrivera jamais à atteindre parce que malheureusement, tous les voyants étaient au vert fluo, alors que malheureusement, on était plutôt sur des critères un peu plus feu orange. Et donc, ces obligations de moyens, c'est très engageant pour nous, les professionnels de l'évaluation, d'autant plus sur la partie expertise comptable nous concernant tous les deux. On s'engage. Donc, l'obligation de moyens, ça commence par ça. Et de se dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte les résultats prévisionnels, ça peut être considéré comme une faute professionnelle et un défaut de conseil. Alors, ça, c'était pour l'introduction sur la première partie. Donc, du coup, juste en termes de constat par rapport aux missions d'évaluation que l'on peut réaliser aujourd'hui, d'évaluation d'entreprise que l'on peut réaliser aujourd'hui dans le contexte actuel, généralement, on identifie 3 types d'entreprises.
Premièrement, on va partir du plus positif et on va aller au plus négatif. Donc, on identifie d'abord des entreprises qui ont bien résisté à la période de confinement et qui vont voir en fait leur modèle économique confirmé. C'est par exemple des entreprises comme Amazon, Zoom, et pour lesquelles sera constatée une augmentation de la valeur car elles constituent des valeurs refuges très recherchées et donc avec un rapport offre-demande déséquilibré en leur faveur. Donc là, c'est toutes les sociétés, notamment dans le numérique, qui ont profité en fait des réflexes click and collect et acquisition sur Internet. Deuxième type de société, c'est en fait des entreprises qui ont subi la période de confinement avec une forte baisse de leur activité, mais dont le redémarrage en fait va se faire sans trop de difficultés, soit parce qu'elles vendent et fabriquent des produits dits indispensables. Je parle par exemple des biens de consommation, des biens de confort, des services à valeur rajoutée, soit parce que la crise aura été correctement gérée par les dirigeants et que des financements de restructuration auront été obtenus par ces entreprises. Alors, la valeur du coût de ces entreprises qui sont finalement assez résilientes, mais quand même fortement impactées, leur valeur sera forcément impactée à la baisse, mais dans des proportions raisonnables. Le financement, par contre, de restructuration, notamment les PGE, viennent alourdir l'endettement net et du coup, à ce titre-là, vont impacter défavorablement leur valorisation. Troisième catégorie d'entreprises que l'on peut identifier dans le cadre de cette première phase de diagnostic, c'est celles qui ont subi la période de confinement avec une très forte baisse de leur activité, mais dont le redémarrage va être compliqué et coûteux et dont la pérennité à moyen terme nécessite de repenser leur modèle économique. Donc, pour ces entreprises, on va être amené à être témoin en fait d'opérations de consolidation, de restructuration, et du coup, ces opérations vont forcément obérer significativement leur valeur pour une longue durée. Voilà, je ne sais pas si tu as… Non, effectivement, c'est les trois grandes… Il y a des activités, là, effectivement, nommées Amazon, Zoom. Bon, je pense qu'autour de cette table, on n'a pas de clients d'Amazon, ou alors qu'ils se manifestent dès aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup plus qu'on croit. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Après, quand on est produit par Amazon, c'est assez simple. Tout à fait, oui, le concept est assez… Mais c'est le déploiement qui a été un peu isolé. Mais bien évidemment, on a aussi toute cette gamme TPE. On rappelle que c'est quand même 80% de l'économie aujourd'hui en France. La TPE, il y a des corps de métier aujourd'hui qui, non pas ont profité, parce que le mot profiter est plutôt négatif dans la façon dont je pourrais le dire, mais ce n'était pas dans ce sens-là que je l'utilisais. Notamment, je prends des métiers de bouche, par exemple, qui, eux, ont profité, et mesuré ce terme profiter, le fait que les salariés n'ont pas pu, de par le télétravail, aller… manger notamment un repas d'affaires ou autre dans les restaurants, même le midi ou le soir, et ils sont plutôt réfugiés vers des acteurs économiques locaux comme des boucheries, charcuteries qui ont fait travailler en local, d'une part parce que aussi les salariés, des moyens économiques de tickets restaurants, il fallait bien les écouler, et on s'est retrouvés, nous, on a des remontées d'informations en interne qui nous expliquent, oui, que ces métiers-là n'ont pas vu de chiffre d'affaires à la baisse, sauf ceux qui étaient liés, bien évidemment, avec des collectivités ou avec des entreprises. Mais lorsqu'on est directement avec le particulier, eux ne se sont pas sentis du tout isolés. Un peu gênés peut-être de se dire que moi, ça cartonne plutôt et vive le télétravail, ça permet aux gens de rester sur place et ils vont consommer en local. Mais voilà, donc il y a vraiment des niches où ça peut permettre un peu d'oublier Amazon et Zoom ou autres Teams qui ont pu faire un peu de business sur les moyens de communication notamment. Il y a des acteurs TPE qui ont bien fonctionné. Mais effectivement, l'analyse de ces trois secteurs sont légitimes et assez normales. Alors, ça, c'était l'impact en fait de la crise actuelle sur la première phase de diagnostic de l'entreprise. Ensuite, pour vous présenter de manière assez rapide aussi l'impact en fait de la crise sanitaire actuelle sur l'application même des méthodes d'évaluation et notamment de la méthode des multiples et de la méthode DCF. Alors, tout d'abord, la méthode des multiples, je ne vous ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais les multiples, on les détermine soit sur la base d'un échantillon de sociétés cotées comparables, c'est-à-dire que là, on va aller chercher le cours de bourse, le nombre d'actions en circulation sur le marché, etc. Et on va déterminer sur la base de données financières de sociétés cotées les multiples qu'on va appliquer à la société à évaluer. Soit deuxième type de multiples, on va identifier un échantillon de cessions d'entreprises comparables
à celle que l'on souhaite évaluer. Donc, c'est deux sous-approches, si vous voulez, qui sont inclus dans la méthode des multiples. Alors, concernant la méthode des comparables boursiers, je rebondis un petit peu sur ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire que compte tenu de la volatilité actuelle des cours de bourse, généralement, pour calculer les multiples de comparables boursiers, l'évaluateur prenait un cours de bourse moyen sur une certaine période. Là, dans le contexte actuel, pour un petit peu gommer cette volatilité liée à un événement conjoncturel qui est le Covid-19, les comparables boursiers vont être déterminés sur un cours moyen d'une période beaucoup plus longue pour éviter d'impacter sur la valeur de la société à évaluer l'impact de la volatilité des marchés. Concernant les transactions comparables, dans la mesure en fait où une large partie des transactions en cours est actuellement différée, en fait, quand on évalue une entreprise aujourd'hui, et ça, moi, j'ai l'exemple chaque jour par rapport aux missions que j'ai actuellement, c'est que je me retrouve dans de nombreux cas avec dans de nombreux cas où j'identifie des transactions comparables, mais qui sont toutes antérieures à la crise Covid-19, donc avec un fort risque de surévaluation du multiple. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas retenir, comme je pouvais le faire préalablement à la crise du Covid, je ne peux pas retenir cette méthode à titre prioritaire puisqu'il y a un risque de surévaluation. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la méthode des transactions comparables est souvent... alors, il faut la mettre en œuvre puisqu'on est censé mettre en œuvre une approche multicritère avec plusieurs méthodes d'évaluation. On peut la mettre en œuvre à titre d'information, mais la retenir à titre prioritaire constitue un risque donc qu'il ne faut pas négliger. Alors, quelles sont les recommandations sur la base de ces constats? Donc, ce que je vous disais pour les multiples, si on utilise les cours de bourse, c'est utiliser une période plus longue. Et pour les transactions, il faut retenir uniquement les transactions comparables post-Covid si on souhaite retenir la méthode des multiples à titre prioritaire. Et en l'absence de transactions post-Covid identifiées, il ne faut pas retenir cette méthode. Pour évaluer l'entreprise concernée, il faut uniquement présenter cette méthode à titre d'information. Concernant la méthode DCF, alors la méthode DCF, elle, du coup, on se retrouve aujourd'hui, c'est ce que disait, là j'étais un petit peu vite, ce que disait Yvonne tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment, alors elle était déjà un peu présentée comme la méthode phare des évaluateurs financiers, mais aujourd'hui, dans de nombreux cas, c'est la seule méthode que l'on peut mettre en œuvre. Du coup, quelles sont les recommandations à faire quand on met en œuvre cette méthode? C'est bien vérifier que le plan d'affaires prévisionnel sur lequel on va se baser pour faire l'évaluation a bien été mis à jour du contexte de crise sanitaire actuelle. Ça a l'air d'être comment dirais-je, du salaire basique, mais parfois, effectivement, on peut avoir des surprises. Et si effectivement, on a un plan d'affaires qui a été mis à jour, bien mesurer quels sont les impacts spécifiques de la crise actuelle sur les prévisions. Alors, dans les cas rêvés, ce qu'on peut dire, c'est que certains dirigeants, et pas tous, mais ça peut être un exercice intéressant, établissent plusieurs plans d'affaires prévisionnels avec différents scénarios, un scénario plutôt optimiste, un scénario plutôt pessimiste. Dans ce cas-là, l'évaluateur, dans le cadre de son appréciation des plans d'affaires prévisionnels de la société, va opter pour une évaluation d'entreprise sur la base d'une probabilisation en fait de la réalisation des prévisions dans l'un et l'autre des scénarios, sachant qu'il va plutôt pondérer dans le contexte actuel le scénario négatif par rapport au scénario positif, puisqu'on est plutôt dans un contexte de difficultés économiques. Alors, je vous parlais tout à l'heure également du fait que la méthode DCF est basée sur différents paramètres financiers, dont le taux d'actualisation pour ramener la valeur des flux futurs à une valeur d'aujourd'hui, et sur la modélisation d'un flux récurrent un taux de croissance du chiffre d'affaires considéré comme étant un taux de croissance qui va perdurer à l'infini. L'évaluateur devra donc être très prudent sur la définition des différents paramètres qu'il va retenir pour la méthode DCF et notamment des paramètres retenus pour modéliser le flux terminal, puisque généralement, le flux terminal représente entre 60 et 80% de la valeur finale. Donc, vous comprenez bien que les hypothèses retenues pour modéliser ce flux en période terminale devraient être d'autant plus justifiées
par l'évaluateur. Donc, ça, c'est pour les recommandations concernant la méthode DCF, mais si on doit conclure sur cette intervention, c'est que, comme vous le comprenez, dans le contexte actuel, la valeur de l'entreprise est un indicateur essentiel de la performance de l'entreprise, puisqu'elle est au centre de la communication du dirigeant, notamment vis-à-vis de ses partenaires financiers. Elle est également au centre des préoccupations des dirigeants, puisque certains d'entre eux vont devoir procéder à des dépréciations d'actifs dans le cadre de l'application des normes comptables, et également démontrer, notamment aux banquiers, la capacité de leur modèle économique à traverser la crise. Donc, la recommandation que l'on peut faire aujourd'hui dans ce contexte actuel, c'est que déjà, on peut affirmer que, comme disait Yvonique tout à l'heure, que les méthodes d'évaluation historiques ne sont pas remises en cause. Ce qu'entraîne la crise aujourd'hui, c'est que leur mise en œuvre doit être faite de manière d'autant plus prudente et justifiée qu'on se situe dans un contexte d'incertitude quand même assez importante. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on invite les dirigeants d'entreprise, notamment ceux qui n'avaient pas l'habitude, en fait, soit d'établir des budgets, soit d'établir des plans d'affaires prévisionnels, à le faire, ce qui est un bon exercice, notamment également pour mettre par écrit la vision qu'ils peuvent avoir du développement de leur entreprise. C'est vrai que, bon, ça va être redondant, mais je reprends même les mêmes termes que Anne aujourd'hui, c'est la sensibilisation qu'on doit avoir aujourd'hui, et c'est le message de la CPME aujourd'hui, et c'est d'identifier que tout chef d'entreprise un chef d'entreprise est potentiellement un cédant futur. De se dire, OK, c'est maintenant, c'est dans les 2 ans ou dans l'année qui va suivre, je veux céder mon entreprise. Bon, bien évidemment, le message va être passé en disant, voilà, je dois, moi, m'accompagner de professionnels qui vont m'expliquer aussi, même si c'est pas à vous de faire le calcul, vous l'avez bien compris, mais de maîtriser les tenants et les aboutissants, parce qu'il peut y avoir des petits critères qui peuvent être changés avant d'avoir une valorisation officielle. Et puis, le chef d'entreprise qui se dit non, pour l'instant, ça ne me concerne pas, mais peut-être que dans 4, 5 ans, 10 ans, je serai amené à vendre, de vous mettre en posture d'un futur chef d'entreprise qui veut céder en se disant, ce qui peut servir pour évaluer peut aussi me servir pour piloter mon entreprise. Et d'avoir une chef d'entreprise qui aujourd'hui navigue à vue, j'y crois pas, parce qu'un chef d'entreprise qui a déjà de l'ancienneté dans son entreprise a son expérience et a déjà des premiers ressentis qui lui permettent de dire, OK, mon entreprise est plutôt sur les bons rails ou s'en éloigne, mais de commencer à se mettre en posture pour bien préparer ma session, eh bien, je peux mettre en place notamment ces flux de trésorerie prévisionnels. Honnêtement, pour nous, ce serait déjà une première victoire, de se dire qu'on peut au moins partir sur ces points-là. Et le jour où vous allez vous mettre en lecture de session, il n'y a pratiquement plus de difficultés pour déjà convaincre un acquéreur que les données qui sont données sont plutôt très fiables, parce que historiquement, identifier des budgets et on s'aperçoit que vous tombez pas trop loin de vos budgets, donc ça donne une certaine crédibilité. Celui qui a un ralentissement de chiffre d'affaires depuis quelques années et puis bizarrement pour les 5 prochaines années que je ne vais pas faire mais que je vais vous présenter à vous, futurs repreneurs, vont être exceptionnels, ça ne tient pas la route. Donc encore une fois, de prendre de la distance et de prendre de l'avance sur cette réflexion, c'est un des messages qui nous semble en tout cas important dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà pour cette partie-là. Eh bien, nous vous remercions de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les différents points que nous avons évoqués. Alors, à votre avis, quelle proportion de vendeurs font ces diagnostics et d'évaluation bien avant la session? Alors, je ne vais pas vous sortir un chiffre, je pourrais vous dire 4, ça ne voudra rien dire. Bien évidemment, j'ai un ressenti, c'est 6 ans, peu. Alors, ce qu'on appelle, à l'époque, on avait aussi